défi du financement des startups, vous verrez en même temps une certaine complémentarité entre ce panel et le précédent. En ce que là, on va plus se mettre du côté de ceux qui ont besoin justement de ce financement-là. Bon, le mot startup, on en parle, mais de quoi est-ce qu'il s'agit au juste? Le mot startup, un peu comme le mot entreprise, ce sont des termes que l'on comprend tellement bien qu'on n'arrive pas à les expliquer. Mais le législateur sénégalais s'y est essayé très récemment par une loi du 6 janvier 2020. Je pense que la définition adoptée en droit sénégalais résume à peu près ce dont il s'agit. La start-up est une entreprise innovante et agile, légalement constituée depuis moins de 8 ans, dotée d'un fort potentiel de croissance à la recherche d'un modèle économique disruptif et de mécanismes de financement adaptés à sa spécificité en vue de déployer sa capacité exceptionnelle de création de valeur. Donc la start-up jeune pousse, suivant d'autres appellations, est une entreprise à fort potentiel de développement. Et la loi indique moins de 8 ans. Ce n'est qu'une réalité qui est consacrée par la loi en ce que les startups évoquent des entreprises vraiment très jeunes, qui sont au début de leurs activités et qui donc sont en quête de financement afin de pouvoir grandir. C'est sans doute l'étape privilégiée du capital risque, cette première illustration du capital investissement. Les startups sont le terrain privilégié du capital risque. Donc ce panel sera animé par Madame Deitio, Managing Partner de Brightmore Capital, qui abordera certainement la question sous l'angle de toujours des fonds d'investissement qui peuvent contribuer aux solutions que recherchent les startups. Et dans la peau de l'entrepreneur, je lui disais ce matin qu'il a dépassé l'étape de start-up, mais il me dit que non, pas tout à fait. Ismaël Tanko, qui est un entrepreneur togolais, promoteur de Tanko Timati, notamment. Je dis notamment parce qu'il a d'autres casquettes également qu'il veut bien cacher ici pour le moment. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Day. Vous avez la parole. Merci. Vous avez évoqué en fait le sujet parce que je voulais commencer par dire qu'il y avait une différenciation dans l'appellation entre PME et start-up et la ligne devient de plus en plus grise. Maintenant on parle de innovative SMEs, donc des PME innovantes parce que l'appellation PME dérangeait certains investisseurs. Et donc, il vous catégorisez selon l'appellation. Vous faites des startups, vous financez des startups ou vous financez des PME. Maintenant, on parle de PME innovantes. Et quand on commence à parler d'innovation avec les PME, on devient une startup. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les appellations commencent à ne plus être d'actualité et je pense qu'elles le seront de moins en moins. Ce sera plutôt de parler d'entreprises qui sont dans l'innovation. Et juste pour donner un peu de contexte, j'étais en fait ici à Lomé il y a une semaine et j'ai eu à rencontrer Monsieur Ismaël Tanko à travers un de nos partenaires ici. Qui nous a fortement recommandé d'échanger avec lui, de discuter avec lui. Auparavant, mon partenaire était venu ici au Togo et l'avait brièvement rencontré. Donc, ça a été l'occasion d'échanger avec lui, d'entamer ses premiers pas d'évaluation, de regarder son business model, de le comparer à d'autres dans la sous-région et de voir en quelle mesure il est innovant ou il peut être innovant. Donc, je suis ravie. En fait, c'est hier que j'ai vu l'agenda et que j'ai vu que c'était mon panéliste, voilà, cet après-midi. Donc, voilà, je suis ravie d'être ici. Et juste pour dire que tout à l'heure dans ma présentation, j'ai parlé
de l'importance de s'appuyer sur des partenaires locaux. Et je pense qu'il y a un monsieur qui avait souligné le fait que il faut absolument s'appuyer sur des partenaires locaux et ne pas avoir des partenaires hors de notre sous-région. Et ce contact, en fait, illustre un peu ce travail de fond qu'on fait. Et bon, on n'en parle pas souvent parce que c'est un peu la partie cachée de l'iceberg. Mais nous nous appuyons fortement sur les partenaires locaux parce que c'est eux qui connaissent qui est qui a le potentiel, qui répond à notre thèse d'investissement. Parce que l'une des choses que l'on fait en s'appuyant sur des acteurs locaux ici, on partage notre documentation, notre thèse d'investissement, on en discute en long et en large pour qu'ils comprennent quel type d'entreprise pourrait nous intéresser. Et donc ce travail de fond qui a quand même une petite partie subjective, je l'avoue, mais quand même qui nous permet, nous, de gagner du temps, d'avoir un meilleur aperçu du potentiel de chaque pays, puisqu'on est un fonds multi-pays, multisectoriel. Donc, si on a une équipe réduite, c'est très, très, très difficile de pouvoir vraiment dire qu'on connaît chacun des pays, on connaît le marché, on a une bonne idée des petites pousses sans pour autant s'appuyer sur les partenaires locaux. Et donc, on a eu à échanger. Et l'une des choses que je peux dire, c'est que le secteur de l'agribusiness pour nous, je pense que c'est l'un des vecteurs de nos économies. Et ce que M. Tanko est en train de faire, nous dans notre jargon, on l'appelle import substitute, c'est-à-dire qu'il fait des produits qui peuvent être des substituts pour l'importation qui détruit nos économies, surtout sur la partie low cost. Donc aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse parce qu'il répond à un besoin de la population avec un produit aujourd'hui qui est de niche, mais il a l'intention d'en faire un produit de masse pour faire un bon qualitatif dans ses objectifs de production. Et ça, on en a parlé, mais c'est le plus grand défi que beaucoup de ces jeunes entreprises sont en train de faire face. C'est une chose de produire un produit naturel sans additifs, aujourd'hui de le faire à un certain niveau de volume, mais c'est une autre chose de pouvoir dire qu'on peut concurrencer la marque chinoise ou la marque indienne qui vend ces produits des produits de consommation de base sans pour autant pouvoir ajouter ces additifs. Et malheureusement, aujourd'hui, toutes les entreprises que nous regardons et que nous accompagnons n'ont pas encore assez de maturité pour que l'on puisse en parler aisément et dire que voilà, telle ou telle entreprise a pu faire ce bon qualitatif. Mais là, c'est là où pour nous réside le challenge. Comment faire pour produire des produits de consommation de base sans pour autant laisser de côté l'aspect naturel et local des ingrédients dont sont issus ces produits. Donc je vais m'arrêter là peut-être pour l'instant et donner la parole au modérateur. Merci beaucoup. Je pense que tu peux. Ok, merci beaucoup, bonsoir. Je suis Ismaël Tanko, donc je suis le directeur général de Tanko Food, qui fait les purées, les concentrés de tomates naturelles, 100% tomates, sans additifs, sans conservateurs chimiques. Alors sur la question des défis du financement, aujourd'hui, après, disons, la petite expérience que j'ai eue, je résumerai en 2 mots. Attitude et mentalité. Moi, je ne dirais pas que l'argent n'existe pas, il y a des barrières, il y a ceci. C'est vrai, il y a tout ça, mais je pense qu'au-delà de tout ça, il y a une question d'attitude et de mentalité. Première chose que je considère comme interne à l'entreprise ou à l'entrepreneur, la question de l'information. Avant d'entreprendre, ou avant de lancer un business, on va rarement rechercher l'information
de savoir, ok, voilà à ce stade où je suis, voilà les types de financements qui sont adaptés pour moi, voilà comment je peux faire, voilà comment je peux faire pour avoir de l'argent. Mais quand vous discutez avec beaucoup de jeunes, on vous dit, on cherche de l'argent, on ne trouve pas, j'ai un projet, je n'arrive pas à trouver de financement. Alors que, par exemple, dès la base, vous pouvez vous associer. Et un projet qui vous coûte en démarrage 2 millions de francs CFA peut vous revenir en individu à 200 000 francs parce que vous êtes mis ensemble. Mais derrière, les gens se disent, j'ai peur de l'autre, je ne peux pas m'associer. Parce que, encore une fois, on n'a pas l'information sur les mécanismes qu'on peut mettre en place pour s'assurer que quand on se met ensemble, quand on s'associe, tout est cadré, tout est calé, tout est régulé. Et c'est le cas, par exemple, du pacte d'associés ou du pacte d'actionnaire. Donc, pour moi, c'est une question d'attitude. Par exemple, aller vers l'information, vraiment fouiller avant de se lancer. Ensuite, la question de la mentalité, pour moi, je reviens sur un aspect. On n'a pas souvent envie de perdre de l'argent quand on lance un business. Maintenant, cet aspect, il est à deux niveaux. Parfois, c'est l'entrepreneur lui-même qui n'est pas prêt à se dire que quand je démarre, je suis obligé de perdre de l'argent. Ce n'est pas du commerce qu'on veut faire, c'est-à-dire j'achète une marchandise, je vais le vendre, non. Je veux lancer une véritable entreprise qui crée de l'emploi, qui crée de la valeur et tout. Au départ, je vais perdre. Et très souvent, soit l'entrepreneur ne veut pas perdre au départ, quand il fait son plan d'affaires, il fait tout pour mettre les chiffres, arranger les chiffres de telle manière que dès la première année, il puisse voir un bénéfice. Alors que ce n'est pas forcément vrai. Dans la plupart des cas, c'est faux, on ne gagnera jamais de l'argent en première année, on ne gagnera jamais de l'argent en deuxième année. Maintenant, le deuxième aspect, c'est que parfois, et ça je viens à la question de l'écosystème d'accompagnement même, parfois on assiste à des phénomènes où des accompagnateurs ou des gens qui se disent coach, vous leur soumettez votre plan d'affaires en tant que jeune pour qu'ils regardent, on vous dit pourquoi est-ce que vous perdez de l'argent en première et en deuxième année. Ça, j'ai déjà eu ces retours-là la dernière fois que je donnais des cours à l'université de Caraou, des jeunes, ou un jeune notamment m'a dit, il a soumis son plan d'affaires, on lui a demandé mais pourquoi est-ce qu'il perd de l'argent en première année. Donc, pour moi, il y a aussi un souci en termes de qui fait de l'accompagnement dans l'écosystème. Celui qui fait de l'accompagnement, est-ce qu'il est entrepreneur? Je ne sais pas, c'est peut-être un avis qui n'est pas justifié, mais pour moi, je vois mal quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, qui n'a jamais été entrepreneur, accompagner un entrepreneur. Bon, c'est un avis personnel, mais c'est ce que je pense. Parce que l'entrepreneur peut face à un certain nombre de choses dans le défi. Quand vous n'êtes jamais passé par là, c'est difficile pour vous de donner des conseils vraiment avisés, pertinents. Et on se retrouve dans une situation où on vous dit pourquoi vous perdez de l'argent en première année. On se retrouve dans une situation où vous soumettez un plan d'affaires, on vous demande pourquoi est-ce que vous mettez tant d'argent dans la communication. Pourquoi est-ce que vous mettez tant d'argent dans la publicité? Alors que vous lancez un produit qui est nouveau, un produit qui n'est pas connu, mais si vous ne mettez pas d'argent dans la communication, comment est-ce que vous allez réussir à faire connaître et à faire décoller le produit? Et ce genre de pratique fait qu'après, on met en place des financements qui sont détournés. Parce qu'on a dit, vous ne devez pas perdre de l'argent en première année ou en deuxième année. On a dit, la rémunération que vous êtes fixée, elle est trop élevée. Le montant que vous avez mis pour la communication, c'est trop. Le jeune, il prend l'argent, mais bon, après, ce qu'il en fait, c'est lui seul qui sait. C'est lui seul qui sait. Bon, maintenant, ça, c'est ce que j'appellerais facteur interne, question d'attitude, de mentalité. Maintenant, en facteur externe, bon, on les connaît. Les banques, aujourd'hui, on vous demande, pas aujourd'hui, depuis toujours, on vous demande des garanties, on vous fixe des taux d'intérêt qui sont exorbitants, 11-12%, hors taxe, comme le disait mon ami de Africube, 11-12% hors taxe. Ensuite, il faut formaliser la garantie. Le notaire vous prend au moins 1 million de francs CFA pour formaliser la garantie. Donc, au finish, quand vous vous retrouvez avec un crédit, c'est que le taux d'intérêt est à un certain niveau qui ne vous permet pas de vous en sortir, quoi. Donc, voilà un peu ce que je peux apporter pour le moment en termes de défis auxquels les jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs en général font face. Merci à les questions, les contributions.
Merci Ismaël, merci également Anne-Bey. Ismaël, je te remercie de ne pas avoir attaqué au moins les avocats. Plus sérieusement, le panel qui suivra nous expliquera plus en détail les conditions de l'accès au crédit bancaire. L'élément information que vous avez d'ailleurs soulevé occupe une place prépondérante dans tous les scénarios. Parce que je pense que les banques également auront beaucoup à dire sur la manière dont l'information est transmise au moment où les demandes de prêt sont formulées. Donc, sur ce, je vais exceptionnellement, on va prendre juste une liste. J'ai 3 conditions à fixer. Une liste, une seule question par personne, mais pour être un peu clément, ce sera une liste de 5 personnes. On est bon? Merci beaucoup. Professeur Bailly. Voilà. Alors, n'étant pas entrepreneur, donc il faut me considérer comme... Alors, très rapidement, tout à l'heure, vous avez parlé de la loi de 2020, du 6 janvier, je crois, 2020 sur les... voilà. J'ai un petit souci et en même temps une remarque. Quand je vois la définition de la start-up, je me rends compte que ce que Ali disait tout à l'heure, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on demande de l'innovation. L'innovation, c'est très important. Ensuite, avoir un modèle disruptif. Alors, le modèle disruptif, je pense que c'est un modèle qui est complètement différent de ce qu'on a toujours connu jusque-là. Et il y a la question du financement également qui revient dans les critères de la start-up ou dans la définition de la start-up. Mais après, je pense qu'il faut qu'on aille un peu plus, disons, au-delà de ces critères-là. Aujourd'hui, je pense que l'aspect technologique n'est pas épargné dans la définition même de la start-up. Alors, pourquoi je le dis? Je ne sais pas si on a entendu parler de modèle de financement, le crowdfunding, je ne sais pas trop. Si ça, voilà. Donc ça veut dire que s'il y a des startups qui sont dans les PIC, il y a également ce modèle de financement là, de crowdfunding. Parce que je vois que dans la loi de 2020, on demande à ce qu'une commission crée une plateforme, n'est-ce pas, certainement pour identifier les différentes startups qui existent. Et ce n'est pas simplement l'identification, mais il y a aussi la question de financement. Donc, il va falloir réfléchir aussi à un autre modèle aussi de financement qui se trouve être le crowdfunding. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la contribution. Je vais peut-être commencer avec les personnes qui n'avaient pas du tout pris la parole depuis. Monsieur. Alors, merci M. Maguna, entrepreneur. Je remercie les panélistes et puis les organisateurs de cette conférence. Alors, je reviens sur la question de la définition des startups. Qu'en est-il en fait des rénovations? Que se passe-t-il? On a beaucoup plus parlé d'innovation. Et si c'est une entreprise qui procède à une rénovation avec tout ce qui va autour, elle n'est plus une start-up? Voilà, encore un peu les limites qu'on peut retrouver encore au niveau de cette définition. Merci. 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 J'avais vu une main tout au fond. Ouais. Allez-y. Merci. C'est Fred Abochi. J'ai un cabinet de formation de recrutement. Je dois dire que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Et quand j'ai entendu tout à l'heure M. Tanko Ismaël parler des toutes premières années de développement d'une entreprise, je me retrouve un peu. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous jeunes pensons qu'en commençant ou en débutant en même temps un projet, il faut s'attendre à des retours sur investissement. En venant à cette conférence aujourd'hui, je me suis demandé ce que cet investissement, le capital investissement dont on parle, qu'est-ce qui serait différent par rapport à ce qu'on a déjà. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité, ceux qui financent aussi attendent des retours sur les investissements qu'ils font.
Et quand Mme Deya avait parlé d'accompagnement des entreprises qui sont dans la phase de croissance, je me suis dit que effectivement, pour financer une entreprise, il y a beaucoup de conditions qui ne nous permettent pas, peut-être nos jeunes entrepreneurs, de répondre à ces critères-là. Alors, M. Tanko m'a rassuré en disant que peut-être qu'il faut aussi se dire qu'il faut s'associer pour réduire les risques. Alors moi, ma question maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'il y a ces institutions qui pourraient aussi conseiller ou accompagner efficacement les entreprises, tout en sachant que dans les premières années, elles ne pourront peut-être pas gagner, mais se baser sur, disons, des honoraires pour se dire si d'ici 2 ans, votre entreprise devient rentable, on pourrait peut-être commencer par toucher aussi à des intérêts. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Je suis Thomas Mbedi. Je viens de l'incubateur Innovo. C'est pour dire que je suis en phase avec l'intervention de M. Ismaël Tanko. Et pour ajouter qu'effectivement, la question relative aux défis de financement se pose, mais peut-être moi je le vois sous d'autres angles. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont ce que nous appelons la fougue entrepreneuriale. Et quand ils commencent à entreprendre, ils pensent que c'est l'argent qui constitue la première solution pour pouvoir faire développer leur entreprise. Or, selon notre expérience au niveau de l'incubateur Innovo, nous avons abordé cette question autrement. Parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus une question d'éducation. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont aucune idée sur comment se préparer pour lever des fonds, comment gérer ces fonds. Et donc, selon notre expérience, nous avons mis en place un programme que nous appelons Atelier d'ingénierie financière, qui nous permet d'encadrer systématiquement tous les entrepreneurs qui viennent au centre pour d'abord les former sur comment formuler très bien leurs besoins d'investissement ou comment convaincre par rapport à ce besoin d'investissement. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui, même quand vous leur donnez de l'argent, ils ne savent pas comment investir cet argent et comment gérer cet argent. À plus forte raison, qu'on a eu des cas qui ont eu à lever des fonds plus de 10 millions, mais au finish, l'entreprise reste telle qu'elle est dès le départ. C'est-à-dire que l'entreprise n'a pas évolué. Simplement parce que l'entrepreneur ne s'est pas préparé et ne sait pas quels sont les canaux où il faut investir ce fonds pour que ça puisse avoir un effet catalyseur. Maintenant, pour faire un peu le lien entre le thème qui est débattu, c'est-à-dire le capital investissement et le financement des startups, au niveau de l'incubateur, nous avons été approchés par beaucoup de fonds qui nous ont fait des propositions, mais nous sommes arrivés à un triste constat, c'est que les startups sont tellement fragiles et ont des besoins en deçà des fourchettes que les fonds nous proposent. Je donne un exemple. Un fonds qui a pour plancher, par exemple, 150 000 €, okay, et qui est prêt à investir dans nos startups. Dans la foulée, parmi le lot des startups que nous accompagnons, nous nous rendons compte que les besoins d'investissement sont tellement faibles que les fonds ne sont pas intéressés. Et du coup, nous leur proposons de se mettre en association pour pouvoir lever ces fonds. Mais aussi, ces formules peut-être n'intéressent pas trop ces investisseurs-là. Donc, moi, ma question, c'est de savoir comment les fonds peuvent vraiment s'adapter à la réalité que nos startups ont aujourd'hui. Parce que même si nous parlons de PME, ce n'est pas évident que les PME qui sont en Afrique, aient ces besoins si élevés. Je donne un exemple. Quand vous prenez une PME au Togo et vous voyez un peu leur chiffre d'affaires comparé à des PME en Côte d'Ivoire ou ailleurs, je pense que la différence est très grande. Nous avons des PME qui sont tellement fragiles et qui ne peuvent pas même rentrer dans la fourchette que ces fonds proposent. Bon, alors comment est-ce que ces fonds peuvent s'adapter à cette réalité pour pouvoir accompagner ces entrepreneurs? Merci. Merci à vous. Encore 2 questions, c'est bon. Monsieur. Bonsoir, Vincent Cavégué. Bon, j'ai bien sondé la salle pour voir ceux qui sont avant de poser, enfin de dire ce que je veux dire, pour raison de sécurité. Je vois que
nos startups sont malades de nos mécanismes de financement, soi-disant mis en place pour les jeunes. Parce que je ne comprends pas qu'on nous dise que ce sont des structures qui ont des produits innovants. Mais pour moi, je dis que ça ne suffit pas, il faut avoir un financement innovant. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, créer ou bien avoir un produit innovant sans réfléchir à comment financer ce produit ou ce service. Donc ça veut dire que c'est une innovation qui s'arrête à mi-chemin. Ils ont raison parce qu'on leur dit, soyez innovants dans vos produits, on se charge du financement. Mais quand on y va, ils n'ont pas le financement. C'est pour ça que je vérifiais ceux qui sont dans la salle. Donc, ce n'est pas leur responsabilité si ils n'arrivent pas à aller au bout de leur réflexion. Mais il faut maintenant, je ne sais pas comment trouver un mécanisme pour leur dire, ben, vous êtes à mi-chemin, si vous avez un service innovant, dites-moi aussi comment est-ce que vous le financez. Parce que j'ai fait un exercice une fois avec une vingtaine de jeunes. C'est-à-dire, on a un produit qui coûte 2 millions, que tout le monde met sur papier, avec combien réellement il peut contribuer à avoir ces 2 millions. On a eu 6 millions dans la salle, sur papier. Ça veut dire que les jeunes qui étaient dans la salle peuvent se mettre ensemble pour financer un projet jusqu'à 6 millions. L'argent coûte cher. Quand on leur dit d'aller chercher de l'argent, ils ne réalisent pas le coût qui pèse sur ces sous-là. Donc notre travail aujourd'hui, ce n'est pas de dire, bon, à part la banque, on peut avoir les capitaux d'investissement, mais de leur dire de trouver autrement parce que vous-même, ce n'est pas ça la solution. C'est réfléchir autrement. Merci. Merci. Alors, je réponds au nom de Fidar Pétémé. Je suis juriste, associé gérant du cabinet UEC, cabinet d'expertise juridique, fiscale et de commande publique. Alors, ce n'est pas une question en tant que telle, c'est pour un peu compléter ce que Tonko a dit. Alors, dans son intervention par rapport aux défis, aux problèmes auxquels sont confrontés les jeunes entrepreneurs, alors tout le monde axe les interventions sur le côté financier. Alors moi je voulais juste aborder un tout petit peu le côté juridique, l'encadrement juridique de ces jeunes entrepreneurs. Alors c'est pour ça que nous sommes là. Et souvent les jeunes entrepreneurs ignorent ce côté-là du management, de l'aspect managérial. Et lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes sérieux dans leur business, ils se font peur par les avocats. Et c'est pourquoi Maître Godwin Aminino a dit tout de suite, a remercié M. Danko de n'avoir pas cité les avocats. S'ils n'ont pas, et ils ont peur de n'avoir pas les capacités financières nécessaires pour payer les honoraires des avocats. Et tout leur business tombe à l'eau. Alors qu'on peut prévenir tout cela à travers les conseils juridiques en amont et même dans l'accompagnement, on peut les accompagner dans leur business de chaque jour. En fait, c'est ce que je voulais en fait ajouter. Merci. Merci beaucoup. Heureusement pour au moins entendre l'intervenant que c'était plus une contribution. Allez-y. Merci. Je craignais ne pas avoir cette opportunité. Au même moment, j'espérais que les autres prennent en compte donc ma préoccupation. Depuis le matin, tout ce que nous avons dit, les intervenants, les panélistes, ont beaucoup insisté sur la question de structuration, d'organisation et de management des jeunes entrepreneurs. Et M. Tanko a dit quelque chose de très important. Il a parlé d'un entrepreneur pour en conseiller un autre.
Alors, le challenge pour un jeune entrepreneur qui a besoin, monsieur le maître a parlé d'encadrement juridique, il n'y a pas que l'encadrement juridique, il y a l'encadrement même financier. C'est-à-dire quand on parle de business model, si vous avez eu un parcours qui n'est pas financier, vous ne comprenez rien du business model. C'est-à-dire qu'on vous dit, allez dans ce cabinet, on va vous faire un business plan. Et quand vous arrivez, on vous dit, non, si vous voulez avoir le financement, laissez-nous faire, on a l'expérience. Alors que vous avez une vision, vous savez où vous voulez aller, vous voulez schématiser cela et pouvoir donc voir quel est le cahier de bord à avoir. Donc ma question, et si on peut avoir vraiment une solution, ça nous aiderait, c'est vers qui aller et s'assurer que le conseil ou l'aide qu'on demande, que c'est vraiment quelqu'un qui comprend ce que c'est qu'être dans la peau de l'entrepreneur. Parce qu'il y a une différence entre un professionnel donc qui est peut-être théorique et un praticien qui est un entrepreneur. Il y a des réalités qui sont différentes. Et pour les entrepreneurs qui se donnent la peine d'aller à l'information, je peux vous garantir que vous allez à l'information, mais vous ne l'avez pas, ou l'information que vous avez, elle ne répond pas concrètement à votre besoin. Donc si on peut quitter de cette salle avec quelque chose d'assez intéressant, ça nous aiderait beaucoup. Je vous remercie. L'organisation m'a autorisé à prendre une dernière question. Désiré Bénissant. Dans une autre vie, j'ai été banquier avant de créer mon cabinet. Donc, le débat entre les banquiers et les entrepreneurs, je comprends bien. C'est comme déterminer le sexe des anges. Je voulais rebondir sur, pas rebondir au fait qu'il avait commencé à marcher sur ma langue, mon aîné Vincent. J'ai une question qui allait dans ce même volet-là. Je vois dans la salle, c'est une question vraiment concrète, pratique, vis-à-vis, qui même touche le premier panel. Donc je m'adresse à la fois à M. Yves Lacroix, à M. Ali Badini, à Mme Ndeye Thiao et, bon, pas à Tanko. Tanko, on est ensemble tous les jours. Alors, je vois Tanko Timati dans la salle, tomate. Je vois Africa Yvette, Oignon. Je vois Haïté à Javon, Afrique Cube. Je vois Aimé, Carré. Ça, c'est pour la pub. Je les vois. Est-ce que si aujourd'hui ces 4 ou 5 entrepreneurs décident d'aller en consortium ou bien d'avoir une approche mutualisée vers un fonds d'investissement, est-ce que le fonds d'investissement, dans son approche risque, ne va pas dire vous n'êtes pas dans le même secteur d'activité, ou parce que pour les entreprises à un moment donné, aller seul pour grandir, on a besoin d'aller ensemble. Donc ma question c'est de savoir est-ce que les fonds capital investissement ou bien les fonds d'investissement ont une approche mutualisée si les entreprises se mettent ensemble. Maintenant, quitte à savoir si elles vont se mettre peut-être en SAS, on verra peut-être les contours juridiques après, mais est-ce que c'est faisable? Merci. Merci. J'avais 15 questions, mais bon, on a... Je pense que vous pourrez réserver les 14 autres questions pour la pause. On pourra continuer à échanger. C'est d'ailleurs une question très pertinente que vous avez posée. Je vais donc laisser les panélistes y répondre et éventuellement apporter les éléments s'il y a lieu de le faire. Oui. Ceux qui ont la dernière question, les intervenants du panel précédent peuvent aussi contribuer. Ok. Je vais commencer par la question qui était liée à l'accompagnement pour des jeunes entreprises où l'entrepreneur n'a pas forcément d'argent, mais veut et a besoin de se faire accompagner. Quelles sont les solutions? C'est une question très difficile à répondre. Je vous dirais la réponse simple, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle les incubateurs. Maintenant, nous côtoyons les incubateurs comme partenaires. L'une des problématiques qui se posent, c'est qu'eux-mêmes, leur business model n'est pas encore éprouvé. Ce que cela veut dire, c'est qu'aujourd'hui, ces incubateurs ont du mal à rentabiliser ou au moins à pérenniser leur activité. Et donc, ils ont recours, par exemple, à beaucoup de subventions et aussi à la location en coworking pour pouvoir avoir des revenus assez stables, afin eux-mêmes
de pouvoir avoir accès à des experts qui vont donner cet accompagnement personnalisé dont ont besoin les entreprises. Donc, le problème n'est pas encore réglé. Mais ça commence d'abord, je vais dire une chose, il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est pas de la charité. Et j'ai toujours l'impression que beaucoup de jeunes entre guillemets, entrepreneurs pensent que parce qu'ils sont dans l'entrepreneuriat, les choses doivent être gratuites. Ils ne veulent pas payer en coworking. Je parle à beaucoup de fondateurs d'incubateurs et ils me disent que les jeunes ne veulent pas payer, les startups ne veulent pas payer, on fait des petits prix, ils ne veulent pas payer. Il y a des avocats aujourd'hui ou des cabinets d'expertise comptable qui essaient de se spécialiser sur ce segment et eux tous ils sont confrontés à la même chose. Si vous demandez du conseil ou vous voulez un accompagnement juridique et vous ne voulez même pas mettre 500 000 sur la table et vous voulez que l'on vous fasse un nettoyage, je dirais, un nettoyage de vos états financiers et une comptabilité sur les 3 dernières années de votre activité, mais ne vous attendez pas à grand-chose, ce n'est pas possible. Et cela va me permettre de répondre à la question de l'autre dame qui a demandé, madame, à qui s'adresser pour ces gens qui comprennent l'entrepreneur. Je vais encore rebondir sur cela. C'est toujours la question reste dans cet écosystème, ce seront les incubateurs. Maintenant, il y a un souci parce que les compétences parfois de ces incubateurs-là n'ont pas toujours été là, mais il y a un travail quand même qui est en train d'être fait, d'abord d'état des lieux de chaque écosystème entrepreneurial dans la sous-région, y inclut le Togo. J'en sais quelque chose parce que j'ai participé à certaines de ces enquêtes. Et il y a beaucoup d'institutions de développement qui ont dédié de l'argent pour faire un état des lieux de cet écosystème. Et maintenant, là, ils sont à la phase 2 où ils sont en train de mettre en place des mécanismes d'accompagnement et de monter en compétence des acteurs de ces incubateurs. Donc peut-être que ça va prendre encore 1 an de plus, mais je pense que d'ici 1 an, il y aura quand même des incubateurs qui seront assez outillés pour pouvoir réellement répondre à certaines, pas à tous, mais à certaines des problématiques auxquelles sont confrontés les entrepreneurs et qu'ils ne peuvent pas régler eux-mêmes et ils ne peuvent pas se payer les services d'un cabinet de conseil réputable ou un cabinet d'avocats réputable. Donc la réalité est qu'aujourd'hui, on est encore dans des écosystèmes entrepreneuriaux très très jeunes et où tout est en train de se faire au moment où l'on parle. Mais au moins les choses vont dans le bon sens. Donc c'est ce que je dirais. Aujourd'hui, ces incubateurs-là ont des cofondateurs ou cofondatrices qui sont conscients de ce problème et ils sont en train d'être accompagnés par des institutions de développement pour pouvoir le faire en collaboration avec les fonds, pour vraiment adresser cette problématique de structuration, d'organisation, de montée en compétences, de recrutement dont sont confrontés les entrepreneurs. L'autre question, c'était comment faire, où trouver l'argent si les fonds ne sont pas... Il existe peu de fonds et ces fonds parfois n'adressent pas le financement dont ont besoin les entreprises. Cela rejoint encore le dernier point que je viens de soulever, c'est qu'on est dans un écosystème entrepreneurial naissant. On a besoin de plus de business angels. Voilà. Donc je sais qu'il y a une association de business angels qui est en train de mettre en place des business angels dans tous les pays de la sous-région, mais c'est nouveau encore. C'est l'année dernière qu'ils en ont fait au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, je ne sais pas pour le Burkina, pour le Togo aussi, je ne sais pas, pour le Bénin, oui. Donc c'est de nouvelles structures qui sont faites en fait pour impulser et dynamiser un peu ce type de financement qui ne peut être résolu qu'avec ce type d'investisseurs, donc les business angels, de manière plus structurée, donc accompagnés par encore des institutions de développement qui sont conscients de ce problème-là. Il y a aussi des fonds d'amorçage qui sont en train d'être mis en place
parfois par les gouvernements. Au Sénégal, on en a avec l'ADR. Dans d'autres pays, je pense qu'ils sont en train de penser à la même chose. Comment faire pour créer un fonds d'amorçage qui va infuser ce premier niveau de capital dont ont besoin les entreprises avant même qu'un autre fonds puisse regarder. Donc, je pense qu'il y a des choses positives, il y a des tendances positives, il y a des actions positives qui sont en train de prendre place, mais c'est naissant, c'est juste très très récent. C'est 2 dernières années que les choses ont vraiment commencé à bouger dans ce sens. En parlant de financement innovant, le monsieur a demandé s'il y avait des mécanismes autres, à part quand on demande aux entreprises d'être innovantes, oui, aussi un financement innovant, c'est vrai. Et aujourd'hui, il y a le concept de ce qu'on appelle Smart Capital ou Catalytic Capital, c'est-à-dire du capital catalytique. Et ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, les fonds sont en train d'explorer. Je mets l'accent sur explorer des mécanismes de financement innovants. Il y a un financement qu'on appelle le Revenue-Based Loan, par exemple, de financement basé sur les revenus, qui est une sorte de dette mezzanine où l'investisseur se fait rembourser sur la base d'un retour d'investissement qui a été énoncé au début, sur la base d'un pourcentage des revenus de l'entreprise. Donc c'est un mécanisme que beaucoup de fonds sont en train de voir, y inclut nous-mêmes, mais c'est récent, c'est très nouveau, il n'y a pas assez de données dessus, donc c'est vraiment quelque chose de nouveau, mais ça peut éventuellement être une des réponses par rapport à la problématique ou au sujet du financement innovant. Il faut comprendre aussi l'autre chose, c'est que, ok, on peut essayer de dire que oui, on peut faire, les fonds veulent faire, mais au-dessus des fonds, il y a d'autres personnes. Et ces autres personnes, parfois, ne sont pas si enclins à vouloir tester ces types d'investissements, à moins qu'il n'y ait assez de données tangibles derrière. Et comme c'est le nouveau type de financement, bon, c'est pas aussi facile de le faire. Et c'est là où peut-être je vais en profiter pour parler de ça, parce que c'est quelque chose, nous, en tant que fonds, qui nous tient à cœur, c'est qu'il faut aussi qu'on puisse avoir, au niveau de chacun de nos pays ou au niveau sous-régional, du capital catalytique pour les fonds. Ce que je veux dire par cela, c'est qu'aujourd'hui, nous, on parle avec des fonds aux États-Unis, ailleurs, en Europe, des institutions de développement, mais qui ne sont pas ici, ils ne connaissent pas notre réalité. Si l'Asie a pu développer autant de fonds asiatiques qui ont bien performé et qui sont allés ailleurs, c'est parce qu'ils ont pu avoir des ressources locales. Et nous, dans notre sous-région, on n'arrive pas encore à pouvoir mobiliser assez de ressources locales. Qui peuvent permettre de montrer que quand même il y a de l'intérêt au niveau de nos investisseurs institutionnels locaux et que cela puisse être leveragé en allant vers ces institutions de développement. Donc je pense que c'est un cri de cœur. Il faut que nos institutions, nos institutionnels s'intéressent un peu plus à l'activité de fonds et ne le regardent pas comme un nouveau bébé qui arrive sur la scène, mais qu'ils prennent cette activité à part entière et comprennent l'importance d'avoir le financement alternatif dans notre sous-région. La dernière réponse que je vais donner, c'est par rapport à l'approche mutualiste des fonds. Donc, je vais donner une petite anecdote. Il y a 2 ans de cela, quand on a commencé nos premiers pas pour comprendre vraiment le secteur du capital risque, les besoins des financements, des PME innovantes, start-up, il y avait une pléthora d'entreprises dans le secteur des cosmétiques. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Beaucoup de jeunes femmes qui se sont adonnées à cela, elles font des produits pour le corps, les cheveux, surtout avec le mouvement Nappy et autres. Donc il y avait plein d'engouements, beaucoup de nouveaux produits. Donc j'ai commencé à en parler avec certaines d'elles et je me suis vite rendu compte que prise l'une par une, ce n'était absolument pas possible. Pas pour les 5 prochaines années de pouvoir faire quelque chose avec elles. Donc, je leur ai dit, ok, vous faites tous à peu près les mêmes produits. C'est des shampoings, savon, produits de lait, huile,
tout ce que vous voulez. Mais c'est toujours la même chose. Pourquoi vous ne discutez pas entre vous et on pense à créer une structure qui va vous chapeauter et vous allez mutualiser vos dépenses centrales liées au marketing, à la production, au RH et tout ça. Oui, bon, au début c'était un peu, oui, tout le monde ne veut pas vraiment s'associer, les gens ne veulent pas que les gens sachent leurs secrets pour faire le savon, pour faire le shampoing, je ne sais pas. Mais bon, après quelques mois, elles se sont mises d'accord pour s'asseoir autour de la table avec moi comme interlocutrice principale. Donc on a commencé à discuter et puis j'ai contacté un cabinet d'expertise comptable et une conseillère juridique pour nous aider dans cela. Et je leur ai dit, ces bonnes femmes-là, si vous les faites payer vos honoraires normaux, elles ne vont pas adhérer. Donc il faut vraiment faire un prix start-up pour ces femmes-là. Donc ils ont fait un prix. La conseillère juridique et l'expert comptable. Et dès que l'offre est sortie, le projet est tombé à l'eau. Elles n'ont pas voulu payer. Et c'était presque 70% moins que ce qu'elles allaient payer sur le tarif normal des honoraires. Donc la problématique se réside encore dans le fait que, comme ça, sur le concept, ça a l'air de quelque chose qui peut marcher. Mais la réalité est qu'encore nos entrepreneurs, pas tous, mais il y en a beaucoup qui pensent qu'elles ont du mérite juste pour avoir été entrepreneurs et que les gens doivent leur faire des facilités, des choses, tout juste parce qu'elles ont le mérite d'être entrepreneurs. Et ce n'est pas une réalité. Donc c'est ce que je vais dire par rapport à cela. Mais nous, par contre, en tant que fonds, on explore cela. On n'a pas encore trouvé, je vous l'avoue, la formule magique, mais on y pense. Comment mutualiser autour d'une plateforme tous ces acteurs? Parce que pris l'un par un, ça fait beaucoup de travail pour nous et ça ne justifie pas les coûts qui sont liés même à la due diligence et tout cela. Donc on y pense quand on a le temps, malheureusement, et c'est pas tout le temps, mais c'est quelque chose dont on s'est rendu compte qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans cela, que personne n'adresse cela encore. Il y a la problématique de la logistique qui est énorme pour beaucoup de ces entreprises. Quand on dit expansion régionale, oui, mais quand la bonne dame ou le monsieur te dit que pour faire partir ses produits d'une ville à l'autre, alors que c'est des pays voisins, il doit payer des centaines de milliers de francs juste pour faire traverser la frontière avec toutes les tracasseries administratives. On se dit que quand même il y a un travail à faire en amont. Maintenant, comment le faire et le rentabiliser, c'est encore une réflexion. On est encore au début de nos réflexions par rapport à cela. Bon, je vais peut-être commencer par la dernière intervention. Merci à Désiré pour avoir posé des questions. Moi, je pense que c'est pas un travail à faire par les fonds. Pour moi, c'est aux entrepreneurs de s'entendre. Ok, on veut être le Unilever de demain. On s'assoit autour de la table, on discute. Chacun valorise son entreprise, on trouve ce que ça donne comme valeur en groupe. Et puis on met ensemble. Quand on va vers le fond, c'est cette seule entreprise qui va vers le fond. Le fond n'a pas à faire le travail. Donc pour moi, c'est comme ça que ça devrait se faire. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas encore. Chacun veut être directeur général. Et puis gagner 100 francs plutôt que d'être, moi je sais pas quoi, juste peut-être actionnaire et puis prendre 10 000 francs de dividendes à la fin de l'année. Je ne sais pas si les gens réussiront à comprendre un jour. Bon, il y a quelques-uns qui comprennent, mais les autres, quelques-uns qui comprennent, mais les autres, je ne sais pas. Et je rebondis alors sur la question de M. Mbouedi, Thomas, qui demandait comment est-ce que les fonds peuvent s'adapter à la réalité en Afrique. Il a parlé de plancher d'investissement. Moi, je pense que c'est le contraire. Les fonds ne pourront jamais s'adapter. C'est les entrepreneurs qui vont devoir s'adapter. Parce que, quoi qu'on dise, le fonds aussi, il a ses charges fixes. Le salaire du patron du fonds, le billet d'avion pour aller en exploration, etc. Il ne peut jamais prendre une entreprise qui a besoin de 100 millions de francs CFA, ce n'est pas possible. Et j'en reviens à la même histoire, ce n'est pas toutes les entreprises qui ont besoin d'un fonds. Je disais à quelqu'un tout à l'heure que pour moi au Togo, on n'a pas besoin de 100 000 fonds, on a besoin juste d'un fonds. Un fonds d'investissement, on n'a besoin que d'un. Parce qu'il y a combien d'entreprises aujourd'hui qui sont au Togo, qui sont prêtes à prendre 2 milliards de francs CFA ou qui sont prêtes à prendre 1 milliard de francs CFA
pour leur expansion. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, celles qui ne sont pas encore prêtes à aller à ce stade-là, je suis persuadé qu'elles vont trouver un des mécanismes. C'est vrai, bon, on critique le mécanisme et tout, mais c'est eux qui sont là aujourd'hui. C'est eux qui sont là aujourd'hui. Et tel que ça a été mappé, on vous dit, quand vous commencez à aller au FNFI, vous avez un 30 000 francs. Après, vous avez un 150 000. Quand vous quittez là et que vous avez besoin de plus que 150 000, allez au FAED, vous avez 2 millions, 5 ou 6 millions. Vous quittez là, vous avez besoin de plus d'argent, allez au MIFA ou bien allez, je ne sais pas, à ANPGF, etc. C'est vrai que tout ça, c'est des complications. Hein. Mais bon, en tant qu'entrepreneur, il faut comprendre que la vie d'entrepreneur, c'est une complexité. Donc, celui qui ne veut pas de complexité, il reste chez lui, il va prendre un emploi salarié, tranquillement. Mais à partir du moment où vous voulez être entrepreneur, il faut savoir qu'il y aura toujours des difficultés. Et c'est votre capacité à surmonter ces difficultés-là qui fait que vous grandissez tous les jours et que demain vous devenez une grosse entreprise ou ce qu'on appelle un champion, je dirais. Donc, c'est aux entrepreneurs de s'entendre, quoi. Et ça encore, c'est la même problématique que Désiré a posée. Si vous seul, vous ne pouvez pas prendre 150 000 euros, ben, comme il a dit, si Afrique Cube seul ne peut pas prendre 150 000 euros, si Tango Timati seul ne peut pas prendre 150 000 euros, mettons-nous ensemble et puis on trouve comment on gère et ensemble on va prendre les 150 000 euros, combien il faut. Sur la question de M. Fred, est-ce qu'il y a des institutions qui peuvent accompagner en prenant des honoraires et en touchant les intérêts après? Bon, en fait, clairement, ce n'est pas possible que des gens fassent de la gratuité. C'est pas possible. Vous allez vers un cabinet juridique, on va vous prendre de l'argent, c'est sûr. Vous allez vers un cabinet comptable, on va vous prendre de l'argent. Maintenant, il faut que l'entrepreneur sache ça d'avance. Mais ce que je pense qu'il faudrait aussi, c'est que les structures d'accompagnement ou les cabinets juridiques et tout ça doivent faire des offres qui sont adaptées. On parlait la dernière fois avec le cabinet Palms qui fait de la certification ISO et on disait, ok, certification pour une entreprise, c'est tel montant, mais elle ne peut pas payer. Est-ce que c'est pas possible de faire une offre pour un groupe d'entreprises? Est-ce que c'est pas possible de faire une offre où, au lieu d'un accompagnement personnalisé, dont moi je ne veux peut-être pas parce que ça me coûte trop cher, je suis prêt à me retrouver avec 10 entrepreneurs dans une même salle, le cabinet de certification nous consacre 2 heures pour qu'on puisse poser nos questions et tout et tout. Quand on sort de là, c'est fini, on ne le dérange plus. Chacun sait qu'il en a pour son argent. Le cabinet sait que, ok, pour cette entreprise ou pour ce groupe d'entreprises qui n'a pas les moyens de mettre ce que quelqu'un peut mettre pour un accompagnement personnalisé, il lui offre un service sur mesure. Donc, il faut aussi que les structures qui sont en face et qui proposent des services puissent faire des offres qui sont vraiment adaptées si elles veulent éventuellement le marché des entrepreneurs qui aujourd'hui sont petits mais demain peuvent devenir des mastodontes. Bon, la question de l'encadrement juridique et la peur de payer des honoraires des avocats, je pense encore une fois que tout est une question de négociation. Tout est une question de négociation. Vous pouvez aller voir un avocat et lui dire que vous avez besoin d'accompagnement, mais vous n'allez pas les déranger tous les 4 matins. Vous fixez ensemble que peut-être vous n'avez qu'une consultation de 30 minutes par mois ou une consultation d'1 heure par mois. À la fin de l'année, ça coûte tant, il vous fait un tarif annuel. Vous négociez. Mais si on reste dans notre coin, on dit qu'on a peur des tarifs parce qu'on a entendu que quelqu'un a payé 500 000 francs à un avocat, on ne sait même pas de quelles conditions il a payé 500 000. On a peur de tous les avocats. Ça risque d'être compliqué. Bon, sur la question de comment savoir que tel ou tel est indiqué pour un plan d'affaires ou etc. de Maïdissa, bon, ça c'est compliqué. C'est comme je demandais aujourd'hui. Comment on sait que la personne ou la structure qui nous fait le pacte d'associés fait un bon travail. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, on pourra en reparler. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Merci. Il y a peut-être les autres personnes qui ont T'inquiète pas, je vais gérer ça. Monsieur Ali Wadi. Bien, merci maître. C'est juste apporter quelques éléments d'éclairage sur la contribution du dernier intervenant. Alors, donc effectivement, si dans cette salle on a des promoteurs qui développent l'activité
des activités maraîchères, oignons, tomates et autres, c'est une bonne chose. Maintenant, après, pour se mettre ensemble, il faut créer ce qu'on appelle un groupement d'intérêt économique. Donc, ce groupement sera forcément doté d'une personnalité juridique, mais bien évidemment avec la définition d'un certain nombre d'aspects qui garantissent les intérêts des uns et des autres. Après, lorsque vous avez la personnalité juridique, que vous êtes installé, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire. Donc, mutualiser par exemple des ressources, donc utiliser une salle de réunion commune, utiliser des véhicules pour la logistique, passer des commandes ensemble. Donc, s'il s'agit de produits maraîchers, que vous devez passer des commandes, admettons, pour des pesticides, vous pouvez mutualiser vos commandes de sorte à réaliser des économies d'échelle. Voilà. Donc, vous pouvez également, si vous devez faire des sports, donc travailler avec une seule banque pour ouvrir des lettres de crédit, ainsi de suite. Donc, mutualiser ces ressources, lorsqu'il s'agit d'entreprises locales, ça peut être bénéfique. Après, il y a des relances juridiques qu'il faudrait bien regarder. Et là où je retiens également, rebondi sur le propos donc, du panéliste, dernier panéliste, donc effectivement, ça ne sera pas au fond justement de créer ou de susciter cet intérêt de regroupement, mais ça sera plutôt aux chefs d'entreprise qui partagent une vision commune, de fédérer, on va dire, leur synergie pour pouvoir aller de l'avant sur un certain nombre, on va dire, de marchés, de segments ou d'opportunités à venir. Merci. Merci. Je ne sais pas si Yves Lacroix voudrait également faire une contribution. Voilà, très rapidement, moi je confirme, en fait, je pense aussi que ce n'est pas nécessairement le job du fonds d'initier tout le regroupement. Mais à partir du moment où les entrepreneurs viennent avec un concept commun, une idée et vraiment une volonté forte, et que l'histoire en fait racontée au fond est motivante pour le fonds, peut-être que le fonds va effectivement participer à la structuration ou à l'organisation en fait, de l'activité, de façon à apporter un éclairage externe, une contribution externe. Mais dans un cas comme celui-là, je crois que si le plan n'est pas très abouti, en tout cas très structuré, il faut vraiment que l'histoire soit très accrochante et que le patron du fonds ou l'équipe de gestion soit vraiment convaincu qu'il y a vraiment cette volonté entre les différents entrepreneurs de faire quelque chose qui va au-delà de la personnalité de chacun. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une question à laquelle aucune réponse n'a été apportée. C'est une question sur le fait de savoir si, pour la start-up, on parle d'innovation. Qu'en est-il de la réinnovation? Je crois qu'il n'y a pas eu de réponse à cette question-là. Si j'ose m'y aventurer, pour moi, la rénovation, c'est innover une deuxième fois. Donc, c'est toujours de l'innovation. Et je pourrais peut-être me permettre un parallèle pas si évident que ça avec le domaine de la propriété industrielle, des brevets. Parfois, entre un brevet et un autre, la différence est à peu de choses près. Les guerres entre Apple et Samsung l'illustrent d'ailleurs très bien. Donc, une rénovation, de mon point de vue, c'est toujours de l'innovation. Tout dépend de l'ampleur, en quelque sorte, de cette rénovation-là. Je voudrais remercier encore les panélistes et tous ceux qui ont posé des questions. Je sais que sur ce thème, vous avez certainement beaucoup à dire. C'est pour des contraintes de temps que nous sommes obligés de nous arrêter là. Mais je voudrais peut-être, si vous me permettez, raconter quelque chose qui pourrait être utile aux entrepreneurs. Là, ce n'était pas dans la logique de capital investissement. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses, ce n'est pas si évident que ça, particulièrement ici à Lemay, que nous pouvons apprendre tout simplement chez les dames du marché. Tout bonnement. L'une m'a raconté qu'à l'époque où véritablement l'activité des Nana Dance, comme nous les appelons, était dense, elles se sont regroupées entre elles et chaque mois, chacune apportait au moins, je crois, 3 millions de francs CFA. Elles ont constitué une tontine. Donc, chaque mois, l'une récoltait le tout, ce qui lui permettait notamment de passer des commandes pour le compte des autres, qui leur permettait d'avoir un cash flow au niveau des banques pour pouvoir obtenir plus aisément du crédit. Et c'est comme cela que beaucoup ont pu prospérer dans chacune de leurs activités. Voilà une illustration de l'utilité, de l'importance même du regroupement. Ce que Ismaël dit que chacun veut être CEO et tout. J'ai une fois lu sur une attestation
délivré par une association, le président directeur général. Ce n'est pas une question de titre, c'est une question de ce que vous avez à faire ensemble. Donc, réellement, il y a des problématiques qui doivent être réglées à l'interne même du monde des entrepreneurs avant que les entrepreneurs ne s'approchent des fonds d'investissement. Ils s'approcheront des fonds d'investissement, mais ils s'approcheront aussi toujours des banques. Je fais ainsi une transition avec le prochain panel qui sera animé par M. Deloge Malou, consultant, ancien directeur général adjoint de la BESIC, et M. Guy Martial Aona, directeur général d'Ora Bank, qui, je crois, auront peut-être beaucoup à faire face aux entrepreneurs qui nous reprochent beaucoup. Merci beaucoup.